En fait, le point de départ de cette grande crise, enfin, ce que met en cause cette grande crise, c'est ce qu'est l'Union européenne. Ça oblige à se poser cette question-là. À quoi on a affaire? Et lorsqu'on cherche, il n'y a pas tant de réponses que ça. Et une des réponses les plus intéressantes, c'est effectivement celle apportée par Mandel et Poulantzas dans les années 70. Et Mandel et Poulantzas ont des positions qui sont fortement divergentes, bien que tous les deux soient des auteurs marxistes. Mandel dit la chose suivante. Il dit, face au capitalisme américain, l'Europe est dans une phase de rattrapage et chaque État est trop petit pour pouvoir bénéficier des économies d'échelle suffisantes pour permettre aux entreprises d'être performantes face aux entreprises américaines. Et du coup, la pression du capitalisme américain va contraindre les entreprises européennes les entreprises de chaque pays européen à se réorganiser au niveau européen. Et donc de cette manière-là, va émerger un capitalisme européen. Il y a une nécessité du capital des différents pays européens à s'amalgamer au niveau européen pour faire face à l'impérialisme américain. Et de là va découler logiquement la création d'un État européen. D'une certaine façon, les institutions politiques vont suivre la nécessité économique de la compétition avec les États-Unis. Et Poulantzas ne dit pas du tout. Il emploie même des termes assez durs. Il accuse Mandel de bêler avec les chantres de l'Europe unie. Enfin bon, voilà, des formules un peu tranchantes, parce que Poulantzas dit la chose suivante. Premièrement, c'est erroné d'opposer le capitalisme, les capitaux européens avec le capitalisme américain. Pourquoi? Parce que dans le monde d'après-guerre, on est dans un capitalisme qui est dominé par les États-Unis, et il n'y a pas d'un côté le centre qui serait les États-Unis et l'Europe, et du reste la périphérie qui serait le tiers-monde, mais il y a au contraire une chaîne impérialiste dans laquelle certes les États-Unis jouent un rôle central, mais dans laquelle sont intégrés les États européens et les capitaux européens de manière subordonnée. Et puis ensuite, il y a la périphérie. Et d'une certaine façon, les bourgeoisies européennes, les capitalistes européens, ne sont pas opposés au projet états-unien, ne sont pas concurrents avec celui-ci, mais finalement ils sont incorporés, ils trouvent leur place. Et d'un autre côté, les États-Unis défendent certes leur propre intérêt de leurs entreprises, mais plus généralement l'intérêt du capitalisme global. En conséquence, il ne va pas y avoir mécaniquement une opposition de ces différents capitaux qui contribuerait à la constitution d'un bloc opposé en Europe, mais plutôt la mise en place d'une intégration au capitalisme dirigé par les Américains. Donc, ce que dit Poulantzas, c'est que finalement, la construction européenne qui a lieu n'est pas quelque chose qui s'oppose au capitalisme américain, mais plutôt l'intégration dans le capitalisme américain des entreprises européennes. Conséquence de ça, juste sur ce point-là, il n'y a pas nécessité d'avoir un État au sens plein au niveau européen. L'État, c'est quelque chose de plus compliqué, c'est la cristallisation d'un rapport de force entre les classes, des institutions, d'une histoire. Au niveau européen, on n'a pas ça. Et on n'aura pas nécessairement ça parce qu'il y aurait des éléments de réorganisation internationale. C'est une autre histoire qui se joue. Alors, tous les deux sont engagés dans un combat anticapitaliste, plus ou moins politique, très politique pour Mandel, qui était un dirigeant politique, plus théorique pour Poulantzas, même s'il est également engagé. Euh, ce qu'ils pointent tous les deux, c'est la difficulté à faire face à l'internationalisation du capital. Et c'est quelque chose qui est extrêmement d'actualité. Poulantzas dit finalement, les processus économiques sont véritablement internationaux. Et de ce fait-là, un repli sur la nation ne fait pas vraiment sens. Ce qu'il faut, c'est être capable de reprendre le contrôle sur les processus économiques, mais l'espace national n'est pas évident. Bon. Il apporte pas vraiment de solution à cette question-là, même s'il a une réflexion ensuite très politique et très stratégique sur l'État. C'est toute une partie de son œuvre qu'on n'aborde pas là, dont il faudrait parler. Et par contre, ce que dit Mandel, il dit la chose suivante: dès lors que le capitalisme va être amalgamé au niveau européen, les mouvements sociaux, les classes ouvrières n'auront pas d'autre choix que de se projeter au niveau européen, même si ça va être très difficile en raison des barrières de langue, des différentes organisations, d'un certain éclatement. Mais il dit qu'il n'y aura pas le choix. Donc tous les deux sont d'une certaine façon conscients des difficultés que pose l'organisation internationale du capital pour les mouvements sociaux, pour les gauches. Alors, ensuite, si on remonte un peu en avant, on peut regarder du côté des penseurs libéraux. Et les penseurs libéraux, on a deux grandes écoles qui inspirent la construction européenne. La première, c'est l'ordolibéralisme allemand, et puis la deuxième, c'est le néolibéralisme à la Hayek. Alors, ils interagissent de manière un peu compliquée, on ne va pas rentrer dans les détails là, mais on peut retenir de ça deux choses. La première chose, c'est que le projet européen est véritablement un projet qui
s'est construit en cohérence avec un certain nombre d'idées qui étaient présentes dès son initiation à la fin des années 1940. Et en particulier, un concept, je vais juste m'arrêter sur un concept, mais c'est le concept d'économie sociale de marché, hein, qui est défini par les ordolibéraux, en particulier un certain Alfred Müller-Armack. Et ce concept d'économie sociale de marché joue un rôle très important. Aujourd'hui, il est présent dans tous les grands partis européens. Hein, le Parti socialiste en France l'a intégré à la fin des années 2000, hein, avec l'idée d'économie écologique, sociale de marché. Mais c'est un concept qui est véritablement anti-socialiste. Pourquoi? Et c'est Michel Foucault qui explique très bien ça à la fin des années 70. Il dit, le concept d'économie sociale de marché, c'est certainement pas l'idée que l'économie devrait être régulée pour pouvoir apporter un certain nombre de bien-être social ou de production sociale, de services sociaux. Non, non. C'est au contraire que la concurrence doit permettre la croissance et que la croissance doit permettre à chacun des individus de par lui-même avoir les moyens de se fournir un certain nombre de services sociaux. L'accès au logement, l'accès à la protection sociale, mais du fait de l'activité autonome économique. Il n'y a pas de filet social que viendrait apporter l'État. Et c'est cette idée qui est centrale au projet européen. C'est que la concurrence doit permettre de générer la croissance, et concurrence et croissance produisent de cette façon-là, sont censés produire de cette façon-là, une capacité à s'autosuffire des individus, hein, à auto-prendre en charge leur existence. Donc ce projet néolibéral, ordolibéral, hein, c'est-à-dire construit, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est on va mettre en place un certain nombre de règles pour s'assurer qu'il y a la concurrence, etc., et quelque chose qui s'oppose complètement à une vision interventionniste de la gauche, hein, d'un État interventionniste ou de la construction d'une protection sociale qui viendrait à côté ou comme garantie absolue à toute activité économique. Donc ça, c'est une première idée qui me semble extrêmement importante. Deuxième idée, c'est que c'est aussi une stratégie de guerre de classe, d'une certaine façon. Et on trouve l'idée, avant même la construction européenne, dans les années 40, dans un certain nombre d'écrits de Friedrich Hayek, hein, qui est sans doute le penseur néolibéral le plus important du XXe siècle. Et il dit la chose suivante. Dès lors que la propriété privée et le principe de concurrence existent au niveau des différents États, tout saut dans le fédéralisme va conduire à de moins en moins d'intervention publique. Pourquoi? Parce que plus on est différent, plus il va être difficile de se mettre d'accord sur quel secteur de l'économie on va soutenir. Quel va être le groupe social qui va bénéficier le plus de tel ou tel type de politique. Donc la difficulté à avoir un accord commun entre des acteurs très divergents va conduire à se replier sur ce qui est partagé entre tous, à savoir le minimum d'intervention, hein, et en particulier pas de politique industrielle et pas de politique sociale qui viendrait entraver la concurrence. C'est le principe de concurrence qui va réguler les interactions entre les différents États parties prenant la fédération. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'on comprend bien la dynamique de moins-disant social qui a accompagné la construction européenne au cours des dernières décennies, à partir de ce principe. Hein. La concurrence joue ses effets, et la difficulté à avoir un accord sur ce qui permettrait de réguler et de mettre en place une volonté politique et sociale. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qui est frappant, c'est la manière dont il écrit, hein, que ce saut en avant fédéraliste, alors il parle pas de l'Europe, hein, il parle en général, mais que le saut en avant fédéraliste est le moyen de contrecarrer l'action de l'État, et également le moyen de contrecarrer toute possibilité de pas en avant vers le socialisme, puisque un pays réaliser une avancée commune vers le socialisme supposerait une action commune aux différents niveaux, quelque chose qui ne se pose pas dès lors qu'il y a cet éclatement initial. Alors, l'euro, c'est vraiment la continuité, là encore, du projet européen dès l'après-guerre. On retrouve dès 49, hein, dans la bouche du représentant des États-Unis en Europe pour la distribution du plan Marshall, les principes fondamentaux. Il faut faire l'Europe parce que ça va permettre d'avoir, d'une part, des économies d'échelle qui permettront d'être plus efficaces, hein, donc que les entreprises produisent davantage, et d'autre part, une concurrence qui favorise l'innovation, qui régénère l'activité économique. Bien, l'euro, c'est tout simplement l'étape suivante, hein, dans ce processus-là. Si on a une monnaie commune, on est censé avoir moins de coûts de transaction, c'est-à-dire de coûts pour faire des échanges entre les différents pays, et du coup, ces économies d'échelle sont censées jouer à plein, et la concurrence est censée être facilitée. Donc ça, c'est le premier bloc d'explication. Ensuite, il y a un deuxième bloc qui est peut-être un peu moins immédiat, mais c'est que l'euro se présente en partie, hein, et de manière, je dirais, partielle seulement, hein, en opposition aux États-Unis. En opposition aux États-Unis pour les grandes entreprises européennes. Pourquoi?
Parce que une monnaie qui va servir de monnaie de réserve internationale, c'est une monnaie qui permet d'agir à l'échelle internationale à moindre coût. Et du coup, pour les grandes banques et pour les grandes entreprises, disposer d'une monnaie qui joue ce rôle international-là est un avantage tout à fait important. Donc elles vont vraiment soutenir ce projet en tant que c'est un moyen pour elles d'économiser de l'argent dans leur capacité à se projeter à l'échelle mondiale. Donc là, il y a un jeu en partie de rivalité avec le dollar qui existe sur ce plan-là. Ensuite, le troisième élément, c'est que l'euro va faciliter énormément la financiarisation. Ce qui va finalement être le plus intégré avec l'euro, ce sont les marchés financiers. Et on va véritablement voir une transformation des capitalismes européens entre la moitié des années 90 et aujourd'hui, dans une logique de financiarisation, avec des bourses qui vont relativement fusionner les unes par rapport aux autres, avec des banques qui vont agir à l'échelle européenne. Et cette unification financière de l'Europe est quelque chose de bien plus marquant que l'unification économique en termes réels. La fragmentation économique reste importante. Si on veut revenir à Mandel et Poulantzas, où on en est, 30 ans après Mandel et Poulantzas, est-ce qu'on a eu l'amalgamation du capital européen, ou est-ce qu'au contraire, c'est la subordination aux États-Unis qui reste la forme dominante? Mais la réponse n'est pas évidente. Elle est un peu entre les deux. Du point de vue de la propriété, c'est Mandel qui a raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 90, les bourses se sont dénationalisées, les noyaux d'actionnaires traditionnels qui étaient très ancrés sur des groupes d'actionnaires de référence dans chaque pays ont éclaté, et donc c'est vers 96 en France, c'est plutôt au début des années 2000 en Allemagne, mais le mouvement est général, et qu'est-ce qu'on voit apparaître avec cet éclatement des noyaux d'actionnaires? On voit apparaître une financiarisation de l'actionnariat. C'est-à-dire que de plus en plus, l'actionnariat va être éclaté, et va être dans les mains de fonds d'investissement, de fonds collectifs, de fonds de pension. Donc des acteurs qui ne jouent pas le même rôle, qui n'ont pas la même stabilité que les actionnaires de référence de la période principale. Cette financiarisation, elle va être initiée d'abord par des fonds anglo-saxons, américains surtout, et également dans une certaine mesure venus de Grande-Bretagne. Mais, in fine, au bout de 10 ans, on n'a pas une américanisation de la propriété des entreprises européennes. C'est pas ça qui a lieu. Ce qui a lieu, c'est une européanisation de la propriété des entreprises dans les bourses. Mais cette européanisation, elle a lieu avec des fonds qui sont devenus des fonds d'investissement, des fonds financiers et plus des actionnaires de référence. Donc, si vous voulez, là où la réponse elle est ambiguë par rapport au débat à Mandel-Poulantzas, c'est de la manière suivante. Comme Mandel l'a prévu, finalement, il y a une européanisation de la propriété. Mais comme Poulantzas l'avait vu, la manière dont elle a eu lieu, finalement, elle est initiée par le processus de financiarisation qui se développe d'abord aux États-Unis, et elle adopte les formes de ce processus de financiarisation mis en place aux États-Unis. Donc finalement, c'est la règle de gestion financiarisée des entreprises qui s'impose, et cette norme-là, elle vient plutôt du projet général de libéralisation des capitaux initié par les États-Unis dès l'après-guerre. Le principe est formule de ces périodes-là. La théorie des zones optimales de Mandel dit la chose suivante. Différents pays ont intérêt à adopter une monnaie unique si un certain nombre de conditions sont remplies. Ces conditions à remplir sont les trois suivantes. La première, c'est qu'ils doivent avoir des structures économiques relativement proches. Pourquoi? Parce qu'il faut que leurs économies réagissent de la même manière aux chocs extérieurs. S'ils ont des structures très différentes, notamment une économie très agraire et une économie extrêmement intensive en travail de type textile, etc., ou au contraire ils ont beaucoup de services et d'autres ont beaucoup d'industries en capital, lorsqu'il va y avoir des chocs économiques, par exemple une crise climatique qui va jouer sur l'agriculture, ou alors un boom de la Chine qui va augmenter les commandes en machines-outils, les économies vont réagir de manière extrêmement différente. Si la règle monétaire est la même pour toutes, la règle monétaire ne permettra pas d'accompagner ces changements différents. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que il n'y aura jamais des économies parfaitement identiques. Donc il faut, pour permettre des ajustements à la marge, à ces chocs asymétriques, qu'il y ait une variable d'ajustement. Et quelle est la variable d'ajustement? C'est le travail. Il faut que le marché du travail soit flexible. Ça veut dire que soit les salaires doivent pouvoir s'ajuster, soit la main-d'œuvre doit pouvoir circuler largement entre les différents pays pour pouvoir justement réallouer le travail en fonction des chocs. C'est-à-dire partir de là où ça va moins bien, aller vers là où ça va mieux, ou que les prix baissent dans les économies qui perdent en compétitivité, que le salaire baisse dans les pays qui baissent en compétitivité, et qu'ils augmentent là où la compétitivité devient meilleure.
Troisième élément, pour qu'il y ait véritablement des avantages, il faut que les économies soient suffisamment intégrées. À peu près tout le monde est d'accord pour dire au début des années 90 que les pays européens ne correspondent pas du tout à l'idée d'une zone monétaire optimale. Mais une nouvelle théorie ad hoc va être faite, et c'est souvent ce qu'on voit dans la construction européenne, c'est pour l'instant c'est pas une zone monétaire optimale, mais il va y avoir un processus dynamique, hein, et on va mettre en place un certain nombre de convergences, on va favoriser la mobilité, on va favoriser la flexibilité des marchés du travail, on va faciliter les échanges pour que de manière dynamique, on arrive à être dans une situation de zone monétaire optimale. Bon, ça c'est un bricolage théorique qui ne va pas tenir l'épreuve du feu. Et ce que démontrent les années 2000, c'est qu'au contraire, ce qui a joué à plein, ce sont les déséquilibres liés à la dynamique de la monnaie unique. Quel est le déséquilibre central? Vous avez donc des économies très différentes, certaines qui ont besoin de beaucoup d'inflation pour se transformer. C'est le cas des économies du sud européen, hein, pour se transformer, mais également parce qu'ils ont des modes de fixation des prix qui favorisent une certaine inflation. D'autres pays, qui de très longue date ont des politiques hostiles à l'inflation, par ailleurs ont une faible poussée démographique, qui par ailleurs doivent aussi intégrer toute une série de travailleurs qui auparavant étaient dans le bloc de l'Est, l'Allemagne de l'Est. Bon, donc les pays en particulier comme l'Allemagne vont avoir une inflation très faible. Si vous avez la même politique monétaire pour tous, c'est-à-dire le même taux d'intérêt, le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire la différence entre le taux d'intérêt tel que donné par la Banque centrale et le taux d'intérêt et le taux d'inflation, va être très divergente. Hein. En Allemagne, vous allez avoir des taux d'intérêt qui vont être relativement forts, donc ça veut dire qu'on va relativement peu emprunter. À l'inverse, à la périphérie, vous allez avoir des taux d'intérêt réels qui vont être très faibles, puisqu'il y aura une faible différence entre le taux de la Banque centrale et le taux d'inflation, et du coup, tout le monde aura intérêt à emprunter. Donc vous allez avoir, à ce niveau-là, des économies qui vont être en boom, parce que le crédit est bon marché, et des économies qui vont plutôt avoir une tendance à se comprimer. Ça, c'est le versant financier. Ce versant financier n'est que la contrepartie du versant réel. Alors, versant financier, ça veut dire qu'il va y avoir donc beaucoup d'emprunts au sud, beaucoup d'épargne au nord. Ce versant financier est la contrepartie d'échanges réels et de déséquilibres réels en termes d'échanges commerciaux. Les économies où il y a peu d'inflation, c'est des économies qui sont relativement compétitives, hein, donc elles arrivent à exporter beaucoup et elles importent moins. Inversement, les pays de la périphérie voient les prix augmenter, donc ils perdent en compétitivité, donc ils perdent des parts de marché aux exportations, et par contre, vu qu'ils ont beaucoup de crédits, ils sont incités à importer. Donc vous avez des déficits jumeaux. Hein. D'un côté, le Sud est déficitaire en termes de balance commerciale, il importe davantage qu'il n'a de capacité à exporter, mais inversement, le Nord est excédentaire en termes de capitaux, et il exporte ses capitaux, c'est-à-dire qu'il fournit aux pays du Sud la capacité à emprunter pour acheter les produits qu'ils exportent. Donc ce schéma est extrêmement pervers, parce qu'aujourd'hui, au moment de la crise, bon, j'anticipe un petit peu sur la suite de la discussion, mais au moment de la crise, on va dire, voilà, les pays du Sud sont pas assez compétitifs, il faut qu'ils réduisent leurs coûts pour être en capacité d'exporter davantage. Mais ce qu'on dit pas, c'est que l'ajustement pourrait avoir lieu dans l'autre sens. C'est que, aussi bien, les pays du Nord devraient réduire leur compétitivité de manière à exporter moins de capitaux et de manière à permettre aux pays du Sud de retrouver des balances équilibrées et voilà, de revenir sur cette dynamique jumelle. Donc voilà, ce point me semble extrêmement important, hein, l'idée que la zone euro n'a pas favorisé la convergence, mais au contraire a favorisé la divergence entre les économies. Ça a été un facteur, une politique monétaire unique a été un facteur de divergence accrue des dynamiques économiques. Donc première phase, c'est 2007. 2007, il y a la crise des subprimes éclate aux États-Unis, mais de manière pas encore complètement visible, et une inquiétude surgit en Europe. Qu'est-ce qu'on va faire avec un système bancaire qui est très intégré? Je vous ai expliqué tout à l'heure que la finance est extrêmement intégrée au niveau européen, mais par contre la régulation est complètement éclatée. Et du coup, il y a une préoccupation pour ça qui émerge, on commence à discuter de groupes de travail, etc. Mais rien de décisif n'est mis en place. 2008, deuxième phase, c'est le choc traumatique maximum. C'est la chute de Lehman Brothers, c'est le système financier mondial qui est au bord de l'effondrement, hein, c'est-à-dire qu'on était à quelques pas du moment où on ne peut plus aller retirer de l'argent à la banque. Bon. Donc c'est vraiment un moment dramatique extrême, et là la Banque Centrale Européenne doit outrepasser ses compétences, elle fournit très massivement de la liquidité aux différents pays, et puis en même temps, on suspend le pacte de stabilité, hein, donc on autorise tout le monde à faire des déficits importants pour, de manière conjoncturelle, faire des politiques un peu keynésiennes. Et si vous voulez, 2008-2009, c'est un moment où on a une réaction à l'urgence et à la violence du choc par des politiques
pas orthodoxe du tout, hétérodoxe. Mais très rapidement, hein, ce moment traumatique et ces mesures exceptionnelles sont suspendues et on essaye de revenir à l'orthodoxie. Et le débat a lieu dès la fin de 2009, et on voit pointer l'idée, contrairement aux États-Unis, qu'il va falloir revenir à des politiques plus strictes, notamment en termes d'équilibre des dépenses publiques. Le moment clé, ça va être le moment de novembre 2010, avec la Grèce, hein. Lorsqu'en novembre 2010, la Grèce va révéler qu'en fait, elle avait un déficit plus important que prévu dans la période précédente, il va y avoir une amorce de panique sur les marchés financiers. Et cette amorce, donc novembre 2009, hein, puisque amorce de panique sur les marchés financiers, qui va conduire en mai 2010 au premier plan d'aide à la Grèce. Alors, premier plan d'aide à la Grèce, il faut faire attention lorsqu'on parle de plan d'aide à la Grèce. Alors, la première chose, c'est qu'il y a une remise en cause d'un principe fondamental de l'Union économique et monétaire. L'Union économique et monétaire était basée sur l'idée qu'il n'y aurait pas de sauvetage d'un pays par un autre. C'était un principe absolu. Or, les plans de la Grèce vont conduire de fait à un certain nombre de sauvetages. De l'argent va être débloqué par le FMI et par les États européens pour renflouer les finances publiques. Puis ensuite, ce sera l'Irlande, ce sera le Portugal et de manière moins claire l'Espagne. Donc, premier élément, on revient sur un des principes fondamentaux de l'Union économique et monétaire sans véritablement l'assumer. Deuxième élément, c'est pas un plan de sauvetage de la Grèce, c'est un plan de sauvetage des créanciers de la Grèce, c'est-à-dire des banques européennes et des banques en particulier françaises et allemandes qui ont massivement acquis de la dette grecque et qui vont donc être sauvées hein, des pertes qu'elles auraient réalisées s'il y avait eu un défaut sur la dette grecque. Troisième élément, et peut-être le plus fondamental, c'est pourquoi il y a cette crise des dettes publiques en Europe et en particulier en Grèce. C'est deux choses. La première chose, c'est finalement la finance qui vient mordre la main qui l'a sauvée le moment précédent. Les États, je vous l'ai dit, sont massivement endettés en 2009 pour faire face à la crise. Mais dans la période suivante, les marchés vont commencer à douter de la capacité des États à rembourser. Ils vont spéculer hein, sur ces dettes. C'est-à-dire qu'ils doutent de leur capacité à rembourser, donc les taux d'intérêt augmentent, et plus les taux d'intérêt augmentent, plus les États sont fragilisés. Il y a une espèce de spirale de ce type-là. Et c'est cette spirale de la spéculation financière qui met en difficulté les pays de la périphérie. Pourquoi y a-t-il un tel pari? Pourquoi il n'y a pas eu de hausse de la dette des taux d'intérêt aux États-Unis, par exemple, où le taux d'endettement est très important, ou au Japon? Bon. Une des raisons clés, il y en a plusieurs, mais une des raisons clés, c'est qu'en Europe, il n'y a pas de banque centrale qui prenne l'engagement de rembourser, quoi qu'il arrive, les dettes. Aux États-Unis, il y a eu ça. La Fed a racheté de la dette publique américaine, ce qui, tant que la Fed en rachète, ça veut dire qu'il y aura tout le temps quelqu'un sur le marché pour acheter de la dette, donc on prend aucun risque en achetant de la dette publique américaine. En Europe, il n'y a pas de tel mécanisme, la Banque centrale ne joue pas officiellement ce rôle-là, et donc les marchés ont pris conscience hein, de ce hiatus, et se sont dit, bah, si ça se trouve, il n'y aura pas d'accord politique au niveau européen pour sauver quoi qu'il arrive les différents pays. Et cette incertitude, elle est toujours là en pointille, elle est toujours pas réglée. C'est ce qui fait la fragilité intrinsèque de l'Union européenne, du point de vue de l'intégration économique et financière. Et au fond, c'est une fragilité politique. Est-ce qu'il y a un accord pour avoir une destinée économique commune ou pas? Pour l'instant, la réponse est plutôt non. Alors, de manière très nette, la crise, elle marque un basculement qui était déjà latent dans la période précédente, dans les rapports de force entre pays, entre gouvernements au sein de l'Union européenne. Le pays qui en sort renforcé, les pays qui en sortent renforcés, ce sont les pays AAA, hein, en particulier l'Allemagne, qui était déjà le pays le plus important d'un point de vue économique et démographique, et qui se trouve en situation financière de domination par rapport aux autres pays. Et d'une certaine façon, le couple franco-allemand, dont on parle beaucoup, hein, et il y avait une espèce d'accord qui était lié à l'ordre d'après-guerre, qui faisait un équilibre entre une puissance économique dominante et une puissance politique qui était plus importante. Cet accord a volé en éclats hein, autour de la crise, et aujourd'hui, très clairement, l'hégémon, hein, la puissance hégémonique qui est en train de s'affirmer en Europe, le projet donc qui est en train de s'affirmer en Europe est un projet qui est sanctionné et impulsé par la bourgeoisie allemande. On se rend compte que l'Europe finalement, et c'est d'une certaine façon ça la fin de l'européisme, hein,
L'européisme, c'est l'idée que on avait tous l'euro, on était tous les citoyens au même titre, on était tous égaux. Bon. Ce que révèle la crise, c'est que nous, on n'est pas tous égaux. Que le ministre des Finances allemand va être celui qui va définir, par le biais des représentants de la Troïka, les politiques qui vont être menées en Grèce, au Portugal, dans le moindre de leurs détails. Donc il y a une dimension néocoloniale qui est en train de se développer en Europe, et quelque chose qui est extrêmement pervers, parce que ça oppose les peuples. Donc il y a quelque chose d'extrêmement violent de ce point de vue-là. Le deuxième élément, c'est du point de vue, ce qu'on a appelé avec Razmik Koshiyan, le césarisme bureaucratique. C'est quoi l'idée du césarisme bureaucratique? C'est une idée qu'on emprunte à Antonio Gramsci, hein, c'est un philosophe marxiste italien de la première moitié du XXe siècle, qui dit la chose suivante. Dans les périodes de crise, l'ordre est menacé parce que un grand projet est mis en échec. Et pour tenter de maintenir cet ordre-là, il faut faire deux choses. Prendre un certain nombre de décisions de manière extrêmement rapide, donc ce qui impose de l'efficacité, et donc de ne pas perdre de temps d'une certaine façon avec des procédures démocratiques. Et d'autre part, et c'est là l'élément le plus central, c'est de pouvoir prendre des décisions sans en référer, sans en subir l'influence des populations. Donc en mettant à distance les procédures démocratiques. Pourquoi? Parce qu'en période de crise, lorsqu'un projet est invalidé, le projet des classes dominantes est invalidé, la population cherche d'autres solutions. La population, le champ des possibles politiques s'élargit. Donc pour éviter une mise en danger de l'ordre dominant par cet élargissement des possibilités, la possibilité émergente d'un autre projet, ben, il s'agit de casser la capacité des couches populaires à influer sur cet agenda. Et donc, qu'est-ce qu'on voit au niveau européen? On voit se mettre en place ce césarisme, donc il prend, c'est pas un César, c'est pas une personne, c'est pas un dictateur, mais ce sont des institutions. Et en particulier, la Banque Centrale Européenne joue un rôle absolument central, essentiel dans la gestion de la crise. Elle, par exemple, pour sauver les banques, elle a été amenée à débloquer en fin 2011, début 2012, à débloquer 1000 milliards d'euros, hein, c'est-à-dire près de 10% du PIB européen, au moment même où les États exsangues étaient toujours soumis à la pression des marchés financiers et où on comptait au compte-gouttes les dizaines de milliards d'euros qu'on accordait au pays dans le cadre des différents plans de sauvetage, entre guillemets une fois de plus. Donc ces chiffres, l'ampleur hein, des décalages entre l'argent que peut mobiliser la Banque mondiale, la Banque centrale européenne pour sauver le système financier et maintenir finalement le contrôle du système financier sur les finances publiques, et d'un autre côté, ces finances publiques auxquelles on refuse toute intervention directe, systématique de la banque, montrent bien ce pouvoir extrêmement important. On pourrait prendre d'autres détails. La Banque Centrale Européenne fait partie de la Troïka, c'est-à-dire qu'elle fait partie de ceux qui définissent, qui écrivent des courriers au gouvernement pour leur dire quel type de politique il faut mettre en œuvre de manière très précise. Et en particulier les politiques structurelles, c'est-à-dire celles, si vous voulez, là encore j'anticipe peut-être un peu sur la suite de la discussion, mais toute la période 2010, 2011, 2012 a été centrée sur la question de l'austérité. Il fallait absolument diminuer les dépenses publiques, éventuellement augmenter les recettes fiscales par la TVA, etc. Ça a été... Bon, ça marche pas. Hein. Cette politique est aberrante. Pourquoi? Parce que au même moment où les ménages et les entreprises sont obligés de se désendetter, si les États, à leur tour, arrêtent de dépenser, ben, mécaniquement, on a un effondrement de la demande et donc de l'activité économique. Et si on regarde les courbes, hein, c'est très net, on voit à partir de 2010 un rebond aux États-Unis qui s'amorce en Europe, et aux États-Unis il continue à un rythme relativement lent, hein, mais en Europe, on se trouve dans une situation de double dip, de double récession, qui est liée à ces politiques d'austérité. Donc ces politiques d'austérité ont été vraiment une marque extrêmement forte de ce qui s'est passé en Europe, et sont en échec aujourd'hui, hein, sont en échec patent, et de plus en plus de monde sont d'accord, y compris au niveau de l'Union européenne. Il commence à y avoir une prise de conscience de ça. Quelle est la deuxième réponse qui arrive? La deuxième réponse qui arrive, c'est celle en termes de réformes structurelles. Qu'est-ce que c'est les réformes structurelles? C'est finalement, de manière très... L'idée centrale, c'est de faire baisser les coûts pour les entreprises. Baisser les coûts pour les entreprises, c'est d'abord faire baisser les coûts salariaux. Et ça veut dire quoi? Faire baisser les coûts salariaux, ça veut dire éventuellement baisser les salaires, comme ça a eu lieu en Grèce, par exemple, dans une moindre mesure au Portugal et en Espagne. Mais c'est également des politiques de baisse des salaires, comme ça a eu lieu en France avec le plan compétitivité, hein, où l'État finalement va subventionner les entreprises en leur remboursant des impôts. Mais ce sont également des mesures de flexibilisation des marchés du travail. Et cette logique-là, si vous voulez, c'est l'étage 2 de la réponse européenne. Après l'échec de l'austérité,
on va pas y avoir un tournant keynésien, je suis pas en train de dire ça, mais je pense que le débat va moins centré sur l'austérité, davantage mis sur les réformes structurelles, et on va chercher donc à faire diminuer ce coût du travail. La Banque Centrale Européenne a insisté de manière récurrente, systématique, sur la nécessité d'en finir avec le modèle social européen. C'est ça, hein, flexibilité du travail. Mario Draghi l'a déclaré l'année dernière, en 2012, au Wall Street Journal, le modèle social européen est mort. C'est ça qui est en train de se jouer autour de cette crise, la gestion de la crise et l'occasion pour le néolibéralisme de faire un grand pas en avant, hein, à son projet, un projet de longue date, mais qui s'accélère de manière spectaculaire au cours de cette crise. C'est une question extrêmement difficile, parce que ça tient à la nature hybride de l'Union européenne, qui est à la fois une espèce d'État en devenir, un projet d'État, un proto-État, c'est pas véritablement un État. Il faut savoir que les fonctionnaires européens représentent 0,1% de tous les fonctionnaires dans l'Union européenne. Donc il n'y a pas d'État européen. Si on prend le budget européen est extrêmement faible également, c'est 1% du PIB de l'Union européenne. Donc il n'y a pas véritablement d'État européen, mais il y a une velléité de construire des décisions au niveau européen, des politiques au niveau européen, produire de la norme au niveau européen, qui là par contre sont des éléments extrêmement tangibles. Donc voilà, première question. En même temps, les États européens continuent à jouer un rôle. Le Conseil européen continue d'être un espace central. Et ça, c'est purement de l'international. C'est différents États qui se réunissent. Bon, on se retrouve comme dans n'importe quel cénacle international avec des rapports de force de type quasiment géopolitique. Donc cette hybridation est extrêmement difficile à théoriser. Ce qu'on essaie de suggérer, le lien entre césarisme bureaucratique et dimension néocoloniale se fait de la manière suivante. Pour tout le monde, il y a un recul de la démocratie. Pour tout le monde. C'est-à-dire que la définition des politiques économiques, à travers en particulier le TSCG, c'est un des éléments, mais ça a été préparé auparavant par le semestre européen, c'est aussi préparé par la réforme bancaire qui aujourd'hui donne davantage de pouvoir à la Banque Centrale Européenne pour gérer encadrer les banques. Ces différents éléments correspondent à un dessaisissement des États, des politiques des États, d'aspects clés de la politique économique. Et ce dessaisissement se fait au profit d'institutions qui sont extrêmement éloignées de toute influence démocratique. Donc en ça, il y a bien un recul de la démocratie. Le passage de compétences des États-nations au niveau européen n'est pas quelque chose à somme nulle d'un point de vue démocratique. C'est pas comme si on passait d'une démocratie nationale à une démocratie européenne. C'est on passe d'un cadre qui était relativement démocratique, de manière limitée bien sûr, à un cadre où l'influence démocratique est quasiment nulle. Donc ça, c'est quelque chose de général. Ensuite, ça se manifeste de manière différente selon les pays. Parce que pour un certain nombre de pays, les mécanismes de contrôle ne sont pas activés. Parce que pour l'instant, ils ne sont pas en situation de difficulté, ils ne sont pas aux marges des règles qui sont déterminées, donc ils n'ont pas affaire à la sanction, à la contrainte. Et c'est en particulier le cas des pays excédentaires, ou qui affichent une santé économique meilleure que d'autres. C'est en particulier le cas de l'Allemagne. C'est aussi le cas des pays, là encore comme l'Allemagne, qui ont fait, dans la période précédente, un certain nombre de réformes néolibérales. Les réformes Hartz-IV, finalement, c'est celles qu'il faut imposer à tout le monde. Ils les ont déjà fait, donc ils ne sont pas en situation de s'opposer aux institutions européennes de ce point de vue-là. Par contre, les pays qui sont en difficulté, d'un point de vue financier, pour les raisons évoquées tout à l'heure, ou dont les institutions des marchés du travail sont plus protectrices, plus régulées, ne correspondent pas à ce projet de réforme structurelle que j'ai évoqué, eux doivent appliquer ces réformes-là. Eux doivent se conformer aux nouveaux standards définis européens. Et ils vivent donc le rapport à l'Europe comme un rapport d'imposition. Et ils le vivent, ils ont raison de le vivre, c'est bien ce qui se passe. Hein, concrètement, ce sont les hommes en noir de la Troïka qui débarquent dans les ministères et qui disent il va falloir faire ci, ci et ça. De manière extrêmement précise. Hein. Non seulement il y a des objectifs généraux qui sont définis, mais dans le cas de la Grèce, dans une moindre mesure au Portugal ou en Espagne, les objectifs généraux n'étant pas toujours suivis des faits, des fonctionnaires européens sont délégués dans les ministères pour suivre le suivi des directives de manière très précise. Le fonds de privatisation grec, au fond du conseil d'administration du fonds de privatisation grec, siègent des fonctionnaires européens. Donc il y a bien une subordination de la politique économique de ce pays de manière extrêmement nette. Oui, alors ça c'est aussi un des aspects un peu peut-être inattendus, en tous les cas qui correspond pas du tout à la vision dominante de ce qu'est l'Europe. On nous dit l'Europe c'est la paix. C'est quelque chose qui finalement permet d'avoir un socle de normes bureaucratiques, de droits de l'homme, partagés entre tous les différents pays. C'est l'Europe qui a permis à un certain nombre de pays du sud du continent qui sortaient des dictatures d'incorporer ces normes démocratiques, etc. Ce qu'on voit avec la crise,
c'est finalement une opposition de plus en plus grande. Une opposition entre les pays. Donc c'est on n'a qu'à lire dans le détail de la presse les rapports insultants qui sont faits vis-à-vis des pays du Sud, qui sont censés être feignants, etc. Ou dans les manifestations dans les pays du Sud, des drapeaux nazis qui sont levés pour faire face à l'Allemagne. Ça, c'est un premier élément. Mais du point de vue de la démocratie, les choses sont aussi compliquées. Et le cas de la Grèce, qui est évidemment le point le plus avancé, mais n'est pas exceptionnel, c'est le point le plus avancé. C'est pas, et j'insiste beaucoup sur ce point, depuis le début de la crise, on nous dit la Grèce est un cas isolé. Au contraire, ce qui se passe en Grèce, c'est pas un cas isolé, c'est le point le plus avancé de ce qui se passe petit à petit ailleurs. Et dans le cas de la Grèce, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître une alliance objective entre des néo-nazis et l'État grec qui applique les politiques de la Troïka. Alors il faut détailler un tout petit peu ça. Parce que là, il y a quand même des éléments spécifiques à la Grèce, qui est une histoire dans laquelle l'extrême droite a été forte, anticommuniste depuis longtemps, a joué un rôle dans la répression des mouvements sociaux de longue date, et est lié organiquement aux appareils répressifs. Et Golden Dawn est le fruit de cette histoire. Golden Dawn, Aube dorée, le parti néo-nazi grec, est le fruit de cette histoire. Un parti qui aujourd'hui est crédité de 19% dans les sondages, donc quelque chose qui pèse de manière énorme. Et ce que montre Dimitris Dalakoglu dans sa contribution, c'est que ce parti est un parti qui mène une politique de rue extrêmement brutale contre les immigrés, mais aussi contre la gauche. Et le lien historique qui s'est fait avec les forces répressives est, dans un contexte de mobilisation importante face aux politiques de la Troïka, se réalise. Si vous voulez, d'une certaine façon, Golden Dawn joue un rôle, Aube dorée joue un rôle pour casser les mouvements sociaux et ensuite relayé par la police. C'est le même agenda. Et il prend une série d'exemples très précis, notamment les quartiers, le mouvement anarchiste grec est très fort, avec toute une série de quartiers qui sont où il y a des squats qui concernent beaucoup de monde, qui ont été d'abord attaqués par les néo-nazis et ensuite délogés par la police. Mais ça s'arrête pas là. Hein. L'étape suivante, ça a été un certain nombre de mouvements sociaux qui ont été attaqués, de syndicats. Ça a été également des militants de Syriza, hein, du parti de la gauche radicale grecque, qui ont été attaqués là aussi, avec toujours des attaques violentes de la part des Golden Dawn d'un côté, et de l'autre côté, une criminalisation, un discours de criminalisation. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ce cas-là? C'est que le fascisme et les politiques d'austérité et de réforme structurelle en Europe sont pas deux choses opposées. C'est qu'une certaine façon, ce qui fait l'essence du fascisme, c'est quoi? C'est de casser la capacité de résistance des populations, peut être instrumentalisé dans le cadre de la crise européenne. L'européisme, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, l'idée qu'on est tous les citoyens à part égale, que l'on soit grec ou finlandais, finalement, on a les mêmes droits économiques et sociaux. Bon, je pense avoir montré avec la montée des asymétries et des tendances néocoloniales le fait que c'est pas le cas. Il y a un deuxième élément dans l'européisme, c'était une espèce de prétention européenne qui est extrêmement forte au début des années 2000 à être le phare de la civilisation. L'Europe voulait être l'économie la plus compétitive et innovatrice du monde. L'Europe avait un modèle social qui était censé être un exemple pour tout le monde. L'Europe avait des normes démocratiques et sur le plan écologique était la plus avancée. Bref, il y avait une série de propositions comme ça qui faisaient de l'Europe le phare d'un certain progressisme éclairé capitaliste pour le XXIe siècle. Bon, bah, après 5 ans de crise et la panne d'un projet, on voit que cette ambition-là est sérieusement mise à mal. Donc ça, c'est une première chose. Mais vous avez raison de poser la question de pourquoi n'y a-t-il pas un autre projet qui émerge en Europe? Et la réponse, là encore, est pas évidente. Mais ça a à voir, à mon sens, avec l'idée que l'Europe n'est justement pas un État au sens plein du terme. L'Europe n'est pas un État au sens plein du terme, c'est-à-dire un espace où différents groupes sociaux se coalisent autour d'un projet qui peut devenir hégémonique. Un espace dans lequel vit et s'élabore un projet qui peut devenir hégémonique. Au contraire, c'est un projet, un état minimal, qui est le fruit de la montée de groupes sociaux extrêmement restreints. Si on regarde le détail des pas de la construction européenne, qui a fait l'agenda, qui l'a écrit, ce sont les transnationales. Donc il y a un certain nombre de groupes de pression des transnationales qui sont intervenus de manière précise pour définir le cadre du marché unique d'abord, puis ensuite l'intégration économique et monétaire, et le capital financier. Le capital financier qu'on voit à la manœuvre dans toute la gestion de la crise. Pendant les sommets de l'Union européenne, il y avait des représentants de l'Institute for International Finance qui étaient dans les couloirs et qui, au milieu même des délibérations, discutaient avec les chefs d'État qui venaient voir dans les couloirs pour préciser les drafts des résolutions qui allaient être prises.
Au moment de la crise grecque, hein, on avait envisagé à un moment donné d'instaurer une taxe sur les transactions financières pour payer justement les fonds qui étaient débloqués pour la stabilisation. Ben, c'est l'IIF qui a refusé absolument ça, puis qui finalement a consenti à renoncer à une petite partie de la dette grecque plutôt que de devoir instaurer cette taxe-là. Donc vraiment, on voit que ces lobbies sont de manière extrêmement précise, et finalement que l'agenda politique européen n'est que celui-là. C'est purement l'agenda des transnationales et l'agenda du capital financier. Les autres groupes, si on regarde par exemple le mouvement syndical. Le mouvement syndical a été incorporé de manière périphérique au projet européen, mais il a soutenu en règle générale. Mais la seule chose tangible qu'il a obtenue, c'est la Charte des droits sociaux et fondamentaux, une charte qui n'a quasiment aucun pouvoir contraignant. C'est-à-dire que ce sont des droits, des déclarations de principe, mais qui finalement, sur le plan juridique, le plan des politiques, ne permettent pas d'avancer. Et depuis la crise, c'est bien simple, il n'y a plus aucun espace de négociation sur sur les questions de droit du travail, droit à l'emploi, alors même que la stabilité financière est le cœur de l'agenda de l'Union européenne. Donc qu'est-ce que ça révèle, ça? Ça révèle finalement que le projet européen est l'otage de tout petits groupes sociaux, extrêmement réduits, et donc entre lesquels finalement il n'y a pas d'espace de débat pour construire un projet alternatif. Il y a d'autres raisons, hein, on pourrait évoquer, mais j'en évoquerai deux autres très vite. L'autre raison, c'est tout simplement le fait que 3 décennies d'hégémonie néolibérale ont descervelé les élites. Pour redevenir des dirigeants, occuper des positions dirigeantes aujourd'hui, il fallait avoir des formations considérées comme d'excellence qui étaient dominées par une éducation néolibérale, hein, des présupposés quant à l'efficience des marchés financiers par exemple. Et du coup, les dirigeants, ils y croient. Ils y croient, ils n'ont pas d'autre outil pour penser. Ils ont oublié Keynes, ils ont oublié Marx, ils ont oublié Polanyi. Donc finalement, leurs références intellectuelles sont extrêmement étroites et les privent d'une capacité à imaginer autre chose. Et ça, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les effets abrutissants hein, de la victoire idéologique du néolibéralisme. Puis dernier élément, c'est le fait qu'il n'y a pas d'espace de débat européen. Et peut-être le meilleur exemple de ça, c'est le seul journal européen, c'est quoi? Le seul quotidien européen. C'est le Financial Times. Hein. C'est le Financial Times, et le Financial Times, c'est un quotidien britannique d'affaires et fortement anti-européen. Donc, on se rend bien compte que c'est pas là où vont avoir lieu les débats pour faire émerger un projet européen. Donc, il y a une vraie faiblesse idéologique, une vraie faiblesse des intellectuels organiques au sens large, c'est-à-dire des fonctionnaires, des élites, des cadres, des journalistes qui permettent de construire un espace de débat où pourrait se constituer une alternative du point de vue des classes dominantes. La politique qui s'applique aujourd'hui, c'est celle qui est dans la droite ligne de l'économie sociale de marché telle que pensée dans l'après-guerre, et c'est une politique qui vise à uniquement répondre à la crise par la baisse des coûts. La baisse des coûts, ça veut dire d'une part des politiques d'austérité, c'est-à-dire que les États se serrent la ceinture, puisqu'ils doivent faire face à leurs dépenses, mais surtout, et c'est l'élément sur lequel je pense qu'il faut insister aujourd'hui, c'est des réformes structurelles qui visent à faire baisser le coût du travail. On peut utiliser le concept de David Harvey, de accumulation par dépossession, pour illustrer cette idée-là. C'est l'idée qu'en période de crise, il faut rétablir la profitabilité du capital. L'activité économique ne suffit plus à produire du profit. Donc pour rétablir la profitabilité, comment on fait? Eh bien, on dépossède les populations, on leur prend de la richesse, de manière à permettre de nouveau dégager du profit et de relancer le cycle d'investissement en croissance. Les politiques de baisse des salaires, c'est ça. On dévalorise le travail, on dépossède les travailleurs d'une partie de leur valeur. Les politiques d'austérité qui visent à réduire la protection sociale, c'est la même chose. Les politiques d'austérité qui reviennent à couper dans les services publics, c'est également la même chose. Tout ça, c'est de la richesse collective qui va être enlevée hein, de manière à baisser les coûts du capital et à permettre de faire repartir l'accumulation. Cette logique de dépossession est centrale dans la dynamique de la crise. Et c'est le cœur des réponses déflationnistes. Donc ça, c'est la première réponse. À mon avis, elle est extrêmement coûteuse, on doit la combattre. C'est pas impossible qu'elle finisse par marcher. Hein. C'est le scénario catastrophique. C'est-à-dire que si vraiment on continue sur cette pente-là, on va réussir à baisser substantiellement les coûts du travail, substantiellement baisser les coûts pour le capital en termes de services publics, de protection sociale. Et in fine, ça posera des problèmes à terme, mais ça peut permettre temporairement d'avoir une reprise de type néolibéral de l'activité économique à horizon 4, 5 ans, voilà, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le scénario cauchemardesque, mais c'est celui des élites, et c'est pas impossible qu'il se réalise. Deuxième scénario,
c'est le scénario bisounours. Hein. C'est en gros, mais il n'y a pas de problème, on sait ce qu'il faut faire. Il faut que la Banque centrale européenne agisse de manière responsable, c'est-à-dire qu'elle finance les dettes publiques pour arrêter le chantage des marchés financiers. Il faut qu'elle fasse un peu d'inflation, puisque finalement ça permettrait de régler un peu les problèmes de dette, ça permettrait de la liquidité dans le système. Faut également permettre à un véritable budget européen d'exister et d'avoir des grands investissements d'infrastructures pour la transition écologique. Il faudrait un système de protection sociale européen qui permette de faire converger vers le niveau, vers le haut les niveaux de protection sociale et en même temps d'avoir des moyens de financement des déséquilibres entre régions qui ne passent pas par la dette. Donc voilà, on a toute une série de propositions très précises. C'est le projet euro-keynésien. C'est un projet qui est progressif sur le papier, qui pourrait marcher techniquement et qui pourrait correspondre à une sortie de crise temporaire. Hein. Je pense que la crise du capitalisme est plus vaste que ça, mais pour répondre à la crise financière et à l'urgence, en tous les cas, là, il y a des éléments de solution. Mais cette réponse-là, elle bute sur le fait que justement l'Europe n'est pas un État. Hein. Le fait que justement l'Europe n'est pas un État, qu'il n'y a pas de volonté de réaliser des transferts substantiels entre les différentes régions. Et tant que ça ce n'est pas là, tout pas en avant dans l'intégration européenne se fera à minima. Se fera sur la réponse 1, hein, la réponse déflationniste, dépossessive, mais pas tout pas en avant vers l'Union européenne n'est pas le prélude à des politiques progressistes au niveau européen, mais au contraire l'approfondissement d'un agenda néolibéral. Donc ça, cette deuxième option est une option qui joue beaucoup de rôle dans la gauche, hein, qui est d'une certaine façon une variante de celle d'où je viens. Hein. Moi, j'étais vraiment favorable à une autre Europe, mais je pense aujourd'hui que c'est pas quelque chose qui va se réaliser. Donc troisième option qui émerge par rapport à ça, c'est celle des souverainistes. Ils disent pas de problème. L'État-nation, et l'État-nation en particulier d'après-guerre, a été un État qui a permis d'intégrer le salariat, qui a une dimension progressiste, et il faut revenir à l'État-nation, et de cette façon-là, on aura des politiques qui seront plus progressistes. Donc il faut rompre avec l'Europe uniquement pour restaurer l'État-nation. Cette position pose aussi des problèmes. Le premier problème qu'elle pose, c'est qu'elle fétichise l'État-nation. Aujourd'hui, la BNP joue un rôle dans le capital financier européen qui est absolument central. Le fait de revenir à la France ne va pas, a priori, toute chose égale par ailleurs, amoindrir le poids de la BNP sur l'agenda politique national. L'idée que l'État-nation serait un espace dans lequel les compromis seraient de manière essentielle progressiste ne va pas du tout de soi. Deuxième élément qui pose problème, c'est que l'idée d'un retour de l'État-nation serait suffisant, fait à mon avis l'impasse sur le fait que la mondialisation est quelque chose, la mondialisation des processus productifs, quelque chose d'extrêmement avancé, et du coup la question de l'intégration internationale est du point de vue d'un horizon émancipateur quelque chose d'absolument incontournable, une nécessité vitale. Donc, que faire face à ces ces trois réponses, hein. Une réponse qui est violemment dépossessive, une réponse qui serait progressiste mais qui bute sur une impossibilité politique à court terme, et une réponse qui est nostalgique de l'État-nation, finalement nie ou sous-estime l'importance du conflit de classe au sein des nations, et sous-estime la nécessité d'avoir un horizon internationaliste. À mon sens, il n'y a pas de solution simple. Il n'y a pas de solution simple, et quand on n'a pas de solution simple, il faut simplifier d'une certaine façon les décisions à prendre pour pouvoir avancer. Il faut essayer de clarifier les choses, clarifier l'agenda. Et la proposition qui est faite dans la conclusion de l'ouvrage, c'est la suivante, c'est l'idée de dire on ne doit pas avoir comme préalable de prendre en charge une solution européenne. On ne doit pas avoir pour préalable de prendre en charge une solution européenne. Ce qui est principal pour la gauche, pour les gauches sociales et politiques aujourd'hui, c'est d'avoir une réponse à la crise, et d'abord et avant tout à la question du chômage. Et à partir de ça, un gouvernement, des mouvements sociaux qui, d'une façon ou d'une autre, seraient en responsabilité autour de cet agenda-là, seraient en position soit de mener cet agenda au niveau national, mais surtout déclencherait une crise européenne et déclencherait la possibilité d'autres ruptures dans d'autres pays. Alors, il faut détailler un petit peu plus ça pour comprendre la logique. J'avance deux propositions concrètes par rapport à une telle stratégie, et un troisième type de proposition qui sont finalement les conséquences des deux premières. Première proposition, c'est l'idée d'État employeur en dernier ressort. Alors,
c'est une idée qui est reprise d'un économiste, Hyman Minsky, qui a eu beaucoup de succès au moment de la crise parce qu'il avait expliqué l'idée de cycle financier, c'est-à-dire que plus on s'éloigne d'une crise financière, plus les acteurs sont imprudents, et plus donc une crise financière importante peut avoir lieu. Et le Wall Street Journal, en 2007, parlait de moment minskien. Donc vraiment, c'était un économiste très discuté ces dernières années. Mais on a oublié quelque chose, c'est qu'il avait aussi une contribution originale quant à la lutte contre le chômage. Et ce que disait Minsky, c'est la chose suivante. Il y a deux stratégies face au chômage. Une première stratégie, c'est de réinciter les entreprises à investir. Alors, une position libérale, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, ça consiste à baisser les coûts. C'était pas ce que disait Minsky. Minsky disait plutôt, il va falloir stimuler, réponse keynésienne classique, hein, on stimule la demande, éventuellement on soutient les politiques d'investissement des entreprises, et de cette façon-là, on fait relancer dans la machine. Mais il dit, il y a toute une série de problèmes avec ça. En particulier, à terme, ça favorise les revenus du capital, puisqu'on peut augmenter le stock de capital, donc on aura davantage de revenus du capital. C'est aussi quelque chose qui favorise les inégalités, parce qu'on avance dans l'intensité capitalistique de la production, et donc des métiers extrêmement techniques, extrêmement pointus, qui hétérogénéisent le salariat. Et puis, on crée de la croissance. Ce qui, du point de vue écologique, c'est pas quelque chose dont on va discuter aujourd'hui, mais est un problème qui se pose, qui est incontournable. Il dit, il y a une deuxième possibilité. La deuxième possibilité, c'est de créer massivement des emplois publics dans les services liés à la ville, l'aménagement urbain, les services liés à la petite enfance, aux personnes âgées, à la culture, bref. Tout le monde fait l'expérience de toute une série de choses qui aujourd'hui ne sont pas fournies et pourraient être fournies par la collectivité, d'autant plus qu'il y a un gaspillage gigantesque qui est le chômage. Aujourd'hui, on atteint des niveaux records de chômage, en Europe comme dans l'Union européenne, en particulier dans la jeunesse. C'est un gaspillage gigantesque en immédiat et c'est un gaspillage gigantesque en dynamique parce que c'est aussi des compétences qui s'abîment, qui se perdent, qui se détériorent. Donc pour répondre à ça, l'État peut employer tout le monde à un salaire minimum et accorder à tout le monde un job correspondant à ses différentes activités. Bon, très bien. Pourquoi il ne le fait pas? Plusieurs problèmes. Le premier, c'est que pour financer ces activités, alors bien sûr il y a des économies qui sont faites par rapport à l'assurance chômage, mais il y a quand même un coût, et ce coût c'est de la fiscalité. Donc il faut avoir une fiscalité plus fortement redistributive. C'est la contrepartie. Mais il y a d'autres problèmes sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Deuxième proposition, c'est la proposition faite par Lordon de socialisation du système de crédit. En gros, on fait un système de crédit qui n'est plus dans les mains des banques privées, mais qui est soit en partie dans des mains de l'État et en partie d'institutions socialisées dans lesquelles il y a des collectivités locales, des associations, éventuellement des syndicats, des représentants d'entreprises locales, bref. Donc une production du crédit qui ne se fait plus par la finance privée, mais se fait par des banques spécialisées avec des politiques spécifiques et des objectifs spécifiques. Cette proposition elle est extrêmement intéressante parce qu'elle permet de se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que le système de crédit? Le système de crédit, c'est la manière de financer les investissements, et financer les investissements, c'est la manière dont on se plonge dans l'avenir, on se projette dans l'avenir, ce qu'on a envie pour l'avenir. Et du coup, socialiser l'investissement, c'est trouver des moyens d'avoir des débats qui fassent émerger des intérêts différents de ceux de la rentabilité pour se projeter dans l'avenir. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. D'autant plus que, bon là, je ne vais pas m'attarder dessus, mais on peut démontrer que les phénomènes de hasard moral, d'aléa moral, on dit en français, font que la finance privée ne se justifie pas. La finance privée, elle prend des risques qui lui font gagner de l'argent, mais lorsqu'elle perd beaucoup d'argent, in fine, elle va être sauvée par l'État parce que les risques pour la collectivité sont trop importants. Donc il y a vraiment un argument extrêmement fort pour dire qu'il ne faut pas laisser dans les mains du privé la finance, et l'argument de la socialisation permet de manière plurielle de se projeter dans l'avenir à partir de représentation du corps social qui ne soit pas celle de la pure rentabilité marchande. Ces deux propositions me semblent extrêmement solides pour apporter des réponses à la crise. Trouver une réponse à la question du chômage, trouver une réponse à la question de l'instabilité financière et du mode de développement, on a là deux axes pour travailler qui sont extrêmement forts. Mais ils ont des implications. Et c'est là où on retrouve le lien avec l'Union européenne. C'est qu'on ne peut pas avoir un programme comme celui-ci, un projet comme celui-ci, et dire très bien, on va faire ça au niveau européen. On peut le dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour une gauche politique ou des mouvements sociaux qui seraient capables de déclencher une crise politique? Ça veut dire attendre qu'il y ait un consensus européen pour faire ça? C'est ça le point limite. Et je pense qu'il faut expliciter qu'un tel programme,
aurait vocation à avoir lieu au niveau européen, pourrait avoir lieu au niveau européen. Mais pour le mettre en œuvre dans les conditions actuelles, il faut être assumé qu'on est prêt à rompre avec l'Europe, c'est-à-dire rompre en particulier avec le libre-échange et avec la liberté de circulation du capital, pour mener ces politiques authentiques de réponse à la crise. Et que la crise politique qui en découlera sera une opportunité pour construire une nouvelle forme d'intégration régionale avec les pays qui ne manqueront pas d'être intéressés, et les populations qui ne manqueront pas d'être intéressées par cette expérience-là. Mais il y a à un moment donné une volonté à affirmer, un choix à affirmer, qui est la primauté de réponse conséquente à la crise par rapport à une fétichisation de l'Europe. Et ça, là, il y a un argument extrêmement fort, je pense, en tout cas pour mener le débat à gauche. Ce que ça implique de réaliser sur un moratoire sur la dette, oui, pas de façon absolument nécessaire. Hein, pas de façon absolument nécessaire, parce que si vous réinstaurez une banque centrale nationale, vous pouvez très bien imprimer de la monnaie tout simplement et faire tourner votre dette de cette façon-là. Je pense que le moratoire sur la dette, il est important parce qu'il permet de rendre compte, plus que le moratoire sur la dette, ce qui est important, c'est de rompre le lien de dépendance des finances publiques avec les marchés financiers. Parce que là, il y a un pouvoir de chantage des finances publiques avec les marchés financiers. Le moratoire, ça peut être le moment de déclencher la crise pour rompre ce lien-là. Voilà. Hein, le cœur, c'est celui-ci. En termes de finances publiques, pour faire là encore très simple, je pense qu'il faut que les finances publiques, elles peuvent s'endetter. Hein, la dette des finances publiques peut être quelque chose qui se pose, mais cette dette doit être assise sur une épargne nationale de long terme, faiblement rémunérée, de manière à ne pas avoir de chantage. Donc on peut très bien imaginer qu'une partie des réserves des banques est nécessairement détenue en dette publique. On peut aussi imaginer des produits financiers extrêmement sobres, hein, type livret d'épargne populaire, qui servent à financer les activités publiques et en même temps qui garantissent aux couches populaires un moyen d'avoir une épargne sûre, même si elle n'est pas extrêmement bien rémunérée. Oui, je suis d'accord, c'est-à-dire c'est le sens du titre En finir avec l'Europe. C'est que l'Europe, si vous voulez, elle a deux dimensions qui sont extrêmement troublantes pour la gauche. D'un côté, c'est un projet néolibéral, tout le monde va être d'accord là-dessus à gauche, mais en même temps, c'est un projet internationaliste. Ça permet de dépasser les nations. Et à raison, je pense que la gauche est attachée à cet internationalisme, c'est de construire des solidarités au-delà des frontières. Le problème, c'est qu'on ne peut pas découper les deux. On ne peut pas dire, on veut bien l'internationalisme, mais on veut pas du néolibéralisme. On ne peut pas découper les deux dans le projet européen. Les deux sont intrinsèquement liés. Et à mon avis, l'élément clé, c'est de conserver un point de vue de classe. Conserver un point de vue de classe qui est donc celui du travail face au capital et celui de la lutte contre le projet néolibéral. Donc aujourd'hui, l'Europe est une massue, les institutions européennes sont un endroit où s'élaborent des politiques qui tapent de manière extrêmement violente sur les peuples. Il n'y a pas d'autre choix que de dénoncer ça. Il n'y a pas d'autre choix que de dénoncer ça. Et donc dénoncer l'Union européenne et l'euro, enfin l'Union économique et monétaire en tant que dispositif hostile au peuple, à mon avis, c'est effectivement une tâche incontournable. Le point clé, c'est d'avoir des réponses à la crise, que j'évoquais tout à l'heure. Donc je pense qu'un gouvernement ou un bloc social de gauche qui arriverait au pouvoir, qui serait en position d'arriver au pouvoir, devrait dire la chose suivante, devrait le faire sur la base de ses réponses à la crise. Et donc, question de la socialisation et question de l'emploi. Socialisation des banques, question de l'emploi. Donc, ne pas le faire sur la question de la rupture avec l'euro. Le programme n'est pas de rompre avec l'euro. Le programme, c'est de donner un emploi à tout le monde et de socialiser les banques et de mettre à bas la finance. Cela implique de rompre avec l'euro, bien sûr, mais on le fait pas en soi, on le fait pas de manière désincarnée socialement. Ce qu'on travaille, ce sont des affects de classe. Il faut mobiliser ces affects de classe, ce projet de classe-là. Et ne pas jouer, ne pas travailler sur les affects nationaux, qui aujourd'hui sont travaillés par l'extrême droite de manière extrêmement dangereuse, qui menacent effectivement d'opposer les peuples les uns par rapport aux autres. Et donc, du point de vue de la séquence, c'est bien la chose suivante, un programme de réponse progressiste à la crise conséquent, qui assume la rupture avec l'Union européenne, parce qu'il n'y a pas le choix, mais qui ne le fasse pas en mobilisant le côté nauséabond des affects nationaux, et qui se donne la possibilité d'une nouvelle intégration à l'échelle régionale avec les pays qui seraient d'accord, mais à partir d'une rupture avec l'Union européenne néolibérale telle qu'elle existe.